Le film Alien, le 8e passager, nous a introduit pour la première fois sur grand écran ces aliens terribles que sont les xénomorphes. Aussi violents et mortels qu'ils puissent paraître, avant d'arriver à cette forme adulte, il a fallu plusieurs étapes d'évolution et d'expérience pour donner naissance à ces aliens xénomorphes. Et au cours de cette énorme franchise qu'est Alien, énormément de types de xénomorphes encore une fois et autres aliens annexes ont fait leur apparition. De l'ovomorphe au facehugger en passant par des xénomorphes hybrides, nous allons revenir sur toutes les formes de ces derniers. Je vais donc vous expliquer tout ça dans la vidéo du jour. Je suis Ludo du Ludoverse et comme vous le voyez, je suis dans un autre décor parce que je suis dans un autre arc. Après l'arc Espagne, nous sommes dans l'arc Bretagne. C'est toujours beau, on se déplace, on va d'univers en univers ou de ville en ville, de pays en pays, donc comme vous le voyez. Et donc dans cette vidéo, on va revenir sur tous les aliens qui sont apparus de Alien le 8e passager jusqu'à Alien Romulus. On va pas aller dans le monde des comics ou dans les films qui ne sont pas canons, style Alien vs Predator ou Alien vs Predator Requiem, pour se concentrer vraiment sur les films qui ont un impact sur l'histoire. Donc voilà, sinon on part dans tous les sens et la vidéo durera 1h55 et c'est pas forcément le but, j'ai envie que vous soyez quand même bien. Donc voilà, j'espère que vous êtes bien accrochés, bien installés sur votre siège, car on est parti pour l'univers des xénomorphes, des aliens et surtout d'Alien Romulus, le 8e passager, et j'en passe. Let's go! On va partir de la base parce que je ne sais pas si vous l'avez, mais est-ce que vous connaissez le xénomorphe Necrom 4? Là, vous devez vous dire, ce nom sort de nulle part, et évidemment que c'est faux, parce que bon, je ne vais pas vous inventer des noms, mais en gros, à la base, avant que le film Alien ne sorte, bien sûr, il fallait définir le design de ces grosses créatures qu'on n'avait encore jamais vues. Et il y a un gars qui a été choisi, qui s'appelle H.G. Giger, ou enfin voilà, j'ai juste les initiales, d'ailleurs je n'ai pas le nom en entier. Donc c'est un artiste qui a défini le style des aliens avant même que le film sorte. Donc je vous explique encore un peu plus dans le détail, parce que oui, ce gars-là avait fait une sorte de portfolio avec plein d'œuvres qu'il avait réalisées, dont une qui s'appelait Necrom 4. Et notamment notre bon petit Ridley Scott, qui sera amené donc à réaliser le premier film Alien, le 8e passager, a vu ces œuvres-là. Avant même d'ailleurs, Alien le 8e passager n'avait pas ce titre-là. Enfin, d'ailleurs, Alien le 8e passager, encore une fois, c'est un nom français. Le vrai nom, c'est Alien. Voilà, c'est comme ça qu'il l'avait défini Ridley Scott. Avant de s'appeler comme ça, il s'appelait le film Star Beast. Donc vous voyez, il y a eu quand même une grosse évolution. Et notamment, donc, pour revenir au design, H.G. Giger, Ridley Scott est tombé sur cette œuvre qui s'appelle Necrom 4. Il a dit mais c'est exactement ce que je veux comme design pour ma créature, parce qu'il avait trouvé que c'était super stylé, ce côté voilà, attitude agressive, toujours ce côté un petit peu vorace sexuel, très prédateur, bizarre, prêt à vous bondir dessus et faire le coït avec vous, si vous voyez ce que je veux dire, ou encore le côté un petit peu très beau de la créature, fascinant. Et il a dit on garde ça et on redéfinit un petit peu pour que ce soit en accord avec un nouveau design. Mais voilà, il est vraiment tombé amoureux des œuvres de Giger, qui, pour la petite anecdote, avait aussi énormément travaillé sur la direction artistique donc de tout le film Alien, des autres suites également, sur pas mal d'entre eux. Et surtout, il avait travaillé avec un petit Alejandro Jodorowsky, qui avait comme projet de faire un film Dune qui n'a jamais vu le jour. Bon, je pense que vous connaissez un peu l'histoire, mais voilà, dans tous les cas, je parle de beaucoup de Dune sur la chaîne, donc je vous inviterai à regarder. Et bon, j'ai décidé de mettre donc ce Necrom 4, qui était le nom de la peinture ou du tableau, en tant que premier xénomorphe, parce que autant rendre à César ce qui revient à César, et je trouvais que c'était quand même intéressant en termes historiques. Donc maintenant, on va s'intéresser et rentrer directement dans les vrais, plus ou moins aliens, qu'on a vus à l'écran. Et ça va être un découpage un petit peu chronologique pour le coup, donc on va revenir sur chronologiquement dans l'histoire des films aliens pour vous présenter voilà tous ceux qui sont apparus et qui sont connexes de près ou de loin avec le xénomorphe qu'on a l'habitude de voir régulièrement, si je puis dire. Donc on va commencer avec un qui a un nom très chelou, le trilobite. Le trilobite, qu'est-ce que c'est? C'est une créature qui est apparue pour la première fois dans le film Prometheus, qui se passait, donc si je dis pas n'importe quoi, 40-50 ans avant le film Alien, le 8e passager, qui se déroulait en 2122, si je me trompe pas toujours. Et dans ce film-là, donc, qui se passait avant les événements et les aventures d'Ellen Ripley, interprétée par Sigourney Weaver, cette créature-là est née du Black Goo, donc c'est un liquide noir dont s'est servi, comment s'appelle-t-il déjà, l'androïde David 8, interprété par Michael Fassbender, pour infecter un des membres de sa compagnie. Et ce petit gars-là, qui s'appelait Charlie Holloway, a ensuite eu des rapports charnels avec sa compagne Elizabeth Shaw, ce qui a eu pour conséquence de faire grossir quelque chose dans le ventre d'Elizabeth Shaw. Elle s'est rendue compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, sachant qu'en plus elle est tombée enceinte alors que la meuf était fertile.
Elle s'est fait une opération en rapide dans un petit caisson qui lui a ouvert le bit et a retiré cet être chelou qui est donc le trilobite en version vraiment toute petite. Ensuite, cette créature-là a grandi pour devenir une sorte de poulpe gigantesque qui a attaqué à la fin du film Prometheus un ingénieur, donc ingénieurs qui sont un peu les parents, les créateurs de l'humanité et des xénomorphes indirectement. Et du coup, il a eu cette fonction, ce petit trilobite, d'être en mode je suis un facehugger. Donc j'arrive sur ton visage, je te lâche un embryon dans le corps, et après ça va grossir pour donner quelque chose d'autre. Et cette créature qui a donné naissance, enfin ce que le trilobite a fait, a donné naissance à une autre créature, donc on passe à une autre encore, qui est le Decon Xenomorph. C'est une sorte de cousin éloigné qui récupère, ou qui a plutôt des caractéristiques physiques qui sont semblables aux xénomorphes qu'on connaît très bien. Donc c'est-à-dire que voilà, il a le crâne en forme un petit peu phallique, mais un peu plus pointu, et il a une seconde bouche qui sort, mais de manière un petit peu différente, donc elle reste encore un peu collée à sa première mâchoire, si je peux y dire. Et à part ça, on n'en sait pas plus, étant donné qu'il avait été teasé juste à la fin du film Prometheus. Donc on peut dire qu'il peut évoluer, mais on n'a pas plus d'informations par rapport à ça. Ensuite, on a quoi? On a le petit Bloodburster ou le Backburster. Donc excusez-moi s'il y a la lumière qui change au fur et à mesure. Comme je vous l'ai dit, je suis pas dans mon décor, mais voilà, le soleil apparaît ou disparaît. Donc vous allez me voir sur différentes facettes. J'espère que vous kiffez. Donc pour revenir au Bloodburster, qui a plusieurs noms, qu'on peut appeler aussi le Blackburster ou le Spineburster, c'est, avec ce petit accent légendaire, eh bien c'est à l'image de ce qu'on connaît, donc comme le Chestbuster, j'en parlerai un petit peu plus tard. C'est l'embryon qui est dans le corps d'une personne, qui grossit, qui décide de sortir du corps de la personne qui l'a infecté pour ensuite naître. Et donc là, globalement, cette créature, elle est sortie du dos ou de la colonne vertébrale, enfin vous voyez d'où les différents noms. Et de base, c'est une sorte de petit liquide noir qui s'envolait, qui est sorti d'un œuf, d'une sorte de petit œuf qui est allé dans l'hôte, qui a commencé à détruire son hôte pour ensuite donner naissance à la créature. Donc ça détruisait totalement l'apparence un petit peu de la personne qui commençait à aller vraiment très mal pour ensuite pop et donner cette petite créature blanchâtre très pâle et très violente dès sa naissance. Elle est amenée ensuite, bien sûr, à évoluer pour devenir, donc passer du Bloodbuster au Néomorphe, qui ressemble là aussi également énormément au Xénomorphe. Donc c'est encore une fois une sorte de cousin éloigné, peau blanche, ultra agressif, un délire un petit peu classique. Seconde bouche. Pas de seconde bouche à la différence des xénomorphes. Il a un côté un peu plus humain, quand on le voit, il se tient de manière assez humaine, bipède, il se déplace, grandes dents, pas d'acide, a priori, il n'en recrache pas. Et il meurt a priori assez vite, d'après les différentes sources sur lesquelles je me suis basé. Donc donc le néomorphe qui fait, on le sait très bien, froid dans le dos. Ensuite on passe au praetomorphe, aka le stalker, qui là vraiment ressemble énormément au xénomorphe qu'on a l'habitude de voir. Donc il a été créé de A à Z par David Witt, le fameux androïde qu'on voit dans Prometheus et Alien Covenant. Et d'ailleurs qui apparaît, le praetomorphe, il est apparu dans Alien Covenant comme le néomorphe ainsi que le Bloodburster dont je vous parlais précédemment. Et il a un comportement du coup quasi pareil que les xénomorphes, il est en mode chasse, je veux bouffer, etc. Et donc son cycle d'évolution, c'est un peu comme le xénomorphe de base, et donc je vais bientôt rentrer dans le détail concernant ce système, ce processus d'évolution très connu des xénomorphes. Donc il vient d'un novomorphe, puis d'un praeto facehugger, donc c'est vraiment un facehugger avec ses propres caractéristiques, puis il évolue en imp pour enfin devenir un praetomorphe. Donc c'est vraiment un système d'évolution quasi semblable. Mais autant que je vous le développe tout de suite, parce que on va revenir sur chacune des étapes concernant le fameux xénomorphe et son évolution. Et avant tout, bien sûr, petit call to action, abonnez-vous, likez la vidéo et partagez-la, parce que moi ça aide beaucoup la chaîne. Et j'ai aussi plein de produits, des liens d'affiliation que vous pouvez acheter concernant l'univers Alien. Donc voilà, vous allez vous regarder, et en fait ça vous permet, vous, d'avoir un produit qui vous intéresse, genre coffret exclusif ou coffret 40 ans d'anniversaire d'Alien, ou coffret total avec tous les films aliens. Et moi ça m'aide parce que je touche une petite commission, donc ça aiderait pas mal la chaîne si vous voulez participer à votre échelle. Voilà, donc maintenant vous avez le petit call to action est terminé, et on est reparti pour l'ovomorphe. Donc l'ovomorphe, c'est un œuf qui permet de donner naissance plus tard à la forme finale du xénomorphe. C'est la première phase de développement. Vous en avez pu le voir pour la première fois donc dans Alien le 8e passager. Les membres du Nostromos, le vaisseau
du Nostromo, pardon, le vaisseau dans lequel on pouvait retrouver Ellen Ripley, et bien sa petite troupe était tombée dessus. Il y en a un qui a été affecté, enfin, qui a eu un contact direct avec l'œuf, ou du moins ce qu'il y avait à l'intérieur, parce que cet œuf a éclos pour donner naissance à cette seconde phase d'évolution du pré-xénomorphe, si on peut dire, qu'est le facehugger, ou si on peut le traduire en français, les traîneurs de visage. Et ce petit facehugger, donc il sort de ce fameux E pour ensuite naître en mode une sorte d'araignée crabe avec des pattes, une queue très longue qui se déplace très très vite pour ensuite vous choper au visage et ne plus vous lâcher parce que la queue s'enroule en tout autour du cou, et il en profite grâce à une sorte de tentacule chelou pour s'insuffler dans la gorge de sa victime et lâcher un petit embryon qui sera amené ensuite à évoluer. C'est très dangereux le petit facehugger parce que quand on veut le retirer de manière lambda, la queue elle se resserre donc elle peut tuer son hôte, et bien sûr quand on cherche à le découper ou quoi, il y a de l'acide qui sort, donc autant dire que c'est quand même une menace assez préoccupante. Il y a aussi une variante de ce dernier qui s'appelle le Royal Facehugger ou le Super Facehugger ou encore le Queen Facehugger, parce que à l'image de ce dernier qui est le Facehugger de base, c'est quasiment pareil, même fonction, très très grand, qui permet ensuite de donner naissance à un xénomorphe, mais pas n'importe lequel en lâchant un embryon, parce que oui, donc il est beaucoup plus résistant ce facehugger, parce qu'il détient l'embryon qui donne naissance plus tard à la reine des xénomorphes. Donc autant dire que s'il a un rôle ultra important, il permet de mieux développer son espèce et de faire vraiment plein de choses différentes avec ça, et on l'a pas vu directement dans les films, hormis dans l'édition spéciale d'Alien 3 qui était réalisée à l'époque par David Fincher, avec des scènes vraiment qui ont été montrées en 2003 pour vous dire, donc c'est-à-dire 11 ans après la sortie officielle du long métrage, et c'est là qu'on a découvert qu'il y avait évidemment un plan de présenter un Royal Facehugger qui aurait été le facehugger qui aurait mis l'embryon dans Ripley, parce que oui, dans Alien 3 elle a un embryon et à l'intérieur d'elle il y a une reine xénomorphe qui est amenée à naître, et au final voilà, on l'a pas vu directement à l'écran. À vous de me dire si vous considérez que c'est canon ou pas. A priori, oui et non, mais voilà, il fallait quand même que je vous le présente. On passe désormais au chestbuster. J'en parlais par rapport au backbuster tout à l'heure, qu'on peut ici traduire par éclateur de poitrine. C'est peut-être le plus iconique, parce que oui, il nous a offert l'une des scènes les plus marquantes de l'histoire du cinéma, avec justement cette créature qui sort du bide d'un être infecté par un facehugger précédemment. Donc c'est c'est l'embryon qui s'est développé à l'intérieur de la personne pour ensuite sortir en défonçant tout et en faisant pisser le sang à la personne dans laquelle il est. Donc il est apparu pour la première fois d'ailleurs, ce petit chestbuster, dans Alien le 8e passager. Et il est assez faible, donc on peut a priori le buter assez rapidement, mais le problème c'est que cet être est très agile et très rapide, donc c'est très compliqué de le choper, et en général il arrive à se casser avant qu'on puisse le buter pour ensuite évoluer dans un autre type d'alien qu'est le drone xénomorphe. Donc c'est le plus connu, c'est celui qu'on a vu pour la première fois, encore une fois, dans Alien le 8e passager. C'est une forme jeune adulte où on peut le dire, c'est le xénomorphe de base qui est dans l'imaginaire collectif. Il est un délire un petit peu... un délire. Il se déplace de manière bipède, il a une tête allongée en forme phallique, toute lisse. Enfin, vous voyez un peu le délire. Il n'a pas d'œil, ou du moins, on ne les voit pas. Et en plus de ça, c'est lui qui a la seconde petite bouche dans sa bouche. À vous de me dire ce que vous préférez comme terme. Donc c'est celui vraiment qui aura beaucoup marqué les esprits en 1979. Après là, on rentre directement dans Alien Romulus, parce que comme je l'ai dit, on est dans le délire un petit peu comment ça s'appelle, chronologique de tout ce qui se passe dans l'univers Alien. Donc on passe sur l'alien hybride appelé Offspring, ou du moins il a été tagué comme ça dans le générique de fin si je dis pas n'importe quoi. Et lui c'est un délire ultra chelou parce que c'est un mélange entre un ingénieur, un humain et un xénomorphe, ou du moins un mix entre les trois, parce qu'il est né du coup d'une humaine qui s'appelait Kay, qui était actuellement enceinte dans Alien Romulus. Elle s'est piquée avec un équivalent du Black Goo, donc liquide noir qui permet de donner naissance aux aliens. Elle s'est piquée, elle a ensuite accouché directement de son enfant, donc d'un ovomorphe même plutôt, donc un œuf qui est sorti de son estomac. À l'intérieur de l'œuf il y avait un bébé. Ce bébé il s'est ensuite développé énormément pour atteindre une sorte de forme semi-adulte ou peut-être quasiment adulte, avec un être ultra élancé, horrible, regard, des yeux noirs, tête pâle, corps pâle, une queue qui pousse, un triangle bizarre ou des croix bizarres au niveau de l'abdomen. Enfin,
ou juste en dessous de l'abdomen, mais vraiment terrible, une forme semi-humaine avec une seconde bouche qui sort, une tête qui nous fait penser aux ingénieurs, et vraiment c'est une créature terrible et qui fait évidemment froid dans le dos. D'autre part, on a désormais bond dans le temps, on va dans Aliens ou Alien le retour, on voit pour la première fois les warriors xénomorphes ou les guerriers xénomorphes si vous préférez en français. Ils sont donc apparus pour la première fois dans les films que j'ai cités précédemment. Ils chassent en général en troupeau. Ils ont quelques différences physiques, donc ils ont plus de marques au niveau de leur crâne, avec des petits traits qui se baladent par-ci par-là. Ils sont plus rapides, plus agiles, et ils ont, à la différence des drones xénomorphes, cette capacité à, lorsqu'ils meurent, ils explosent directement pour attaquer les gens qui les ont butés. Ils balancent le maximum d'acide, donc c'est vraiment ultra mortel. C'est une version un peu plus mature du drone, si on peut dire, et aussi pour le côté un petit peu historique. En gros, James Cameron, qui a réalisé le second film Alien, du moins en sortie dans notre monde, et bien c'était comme quoi le crâne du xénomorphe avec la tête toute lisse, il le considérait comme extrêmement fragile, du moins dans le cadre des costumes, et il fallait quelque chose d'un peu plus solide. Donc il a décidé de créer ce genre d'évolution pour justifier un peu ce délire, ce qui nous a donné évidemment le guerrier xénomorphe, et on va pas cracher dessus bien sûr. Et leur objectif à ces petites créatures, c'est de protéger la reine, et ils nous ont offert des scènes très iconiques où ils ont massacré les marines qui ont attaqué cette petite ruche d'aliens. Parce que oui, qu'est-ce que c'est qu'une reine xénomorphe ou la xénomorphe queen? Et bien là, c'est une créature qui est énorme. C'est énorme, ça fait plus de 4-5 mètres. Là où les xénomorphes de base, ils sont entre 2 et 3 mètres en moyenne, si je ne me trompe pas. Et elle, en tant que chef de la ruche, elle a pour rôle de pondre le maximum d'œufs afin de faire développer encore et encore l'espèce. Donc autant dire qu'il faut quand même la buter assez rapidement, parce que sinon on peut se retrouver avec une armée de xénomorphes qu'on ne peut pas arrêter ou qu'on va difficilement réussir à arrêter. Elle est en général rattachée, son bide est rattaché à un énorme sac d'œufs dans lequel elle pond, et elle peut s'en détacher pour protéger sa progéniture. Donc elle est considérée d'ailleurs comme un alien extrêmement intelligent et extrêmement difficile à tuer. Bon, dans le temps, on arrive dans Alien 3, réalisé par, je ne sais plus comment il s'appelle, David Fincher, voilà, c'est bon, j'avais un petit trou de mémoire, et dans ce film-là, on nous a introduit pour la première fois le runner xénomorphe, ou le coureur xénomorphe, ou le dog alien. Enfin, voilà, il y a vraiment plusieurs noms, parce que c'est un alien qui, pour la première fois, ou un xénomorphe pour la première fois, qui est sorti d'un chien, dans le sens où un facehugger a laissé un embryon dans le corps du chien, et l'alien qui en est sorti a pris les capacités de ce chien-là, en mode je me déplace à 4 pattes majoritairement, même s'il pouvait se déplacer, il me semble, à 2 pattes aussi. Et il est du coup quadripède, assez mince, et considéré comme l'un des plus rapides, voire les plus agressifs. Et moi, personnellement, en tant que design de xénomorphe, j'avais vraiment surkiffé. Vous me direz d'ailleurs ce que vous en pensez dans les commentaires. Et le dernier que je vais vous présenter ici dans cette vidéo, que je pense est légendaire, ou du moins j'espère, c'est le newborn xénomorphe, ou le nouveau-né xénomorphe, qui là est né dans Alien 4, la résurrection. Alien terrible, pourquoi? Parce que c'est le premier alien hybride qu'on a vu dans la franchise Alien, du moins au cinéma, progéniture de Ripley 8, clone de Ripley, donc les événements de ce film-là se passent 200 ans après Alien 3, et d'une reine xénomorphe. Et c'est un peu une expérience, les conséquences d'une expérience humaine qui ont été réalisées et qui ont donné naissance donc à ce nouveau-né. Il est plus fort qu'une reine xénomorphe, il a réussi à la massacrer directement dès qu'il est né, donc lui pas de peine, voilà, en mode un peu montre religieuse plus ou moins, où je bute un membre de ma famille pour montrer c'est qui le patron, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Enfin, peut-être que la métaphore de la montre religieuse n'est pas forcément la meilleure, mais vous aurez compris l'image. Et il voyait en Ripley 8, une sorte de mère, donc assez étrange comme sensation, un peu comme avec l'alien hybride de Alien Romulus, qui était là en mode il reniflait sa mère, waouh, je te reconnais et tout, hein, bien qu'il l'ait bouffé à la fin, mais il y a quand même une certaine similarité par rapport à ça. Il est du coup extrêmement gros, assez massif, il a de la chair sur la peau, donc les gens considèrent que c'est l'un des designs les plus horribles qu'ils ont jamais vu concernant un xénomorphe. Moi je trouve qu'il est horrible dans le bon sens, dans le sens où voilà, c'est vraiment une affreusité qu'il fallait vraiment dépeindre en mode c'est horrible, dégoûtant, et voilà, ils nous ont fait ce petit cadeau là, si je peux dire, d'une certaine manière. Il a un délire où il a une petite mâchoire, il a une mâchoire mais il n'y a pas de seconde mâchoire qui sort, il a des yeux noirs avec des pupilles qui rend vraiment le design extrêmement terrible. On ne l'a plus jamais revu après Alien 4.
Voilà, on a vu un petit cousin du coup alien hybride dans Alien Romulus, mais à part ça, il n'y a pas eu de retour. Si vous vous demandez d'ailleurs si justement Ellen Ripley et David Huit, donc papa de pas mal d'aliens, ou du moins créateur de pas mal d'aliens d'une certaine manière, vont faire leur retour dans un Alien Romulus 2 ou dans le prochain film Alien, j'ai fait une vidéo juste ici qui vous explique pourquoi ils vont revenir ou pourquoi pas. Et si vous vous intéressez un peu à l'univers du Roi Lion, un côté un peu plus soft avec Mufasa, eh bien j'explique pourquoi Mufasa n'a pas fait la cicatrice à Scar juste ici. Voilà, c'était Ludo du Ludoverse, je vous dis à la prochaine, abonnez-vous, salut!